Donc pour toi finalement, parce que donc il y a différentes unités bien évidemment dans cette formation, qu'est-ce qui est le plus compliqué entre être entraîneur et avoir sa propre salle? Dans le sens, quand je dis ça bien évidemment, entraîneur dans le sens coacher des personnes ou gérer sa salle. Je pense que c'est gérer sa salle le plus compliqué. Je, j'ai connu beaucoup de projets dans ma vie, beaucoup d'entreprises, mais euh, très sincèrement, ce que j'aurais voulu avoir, c'est que quelqu'un m'évite de faire tout le parcours par lequel je suis passé pour pouvoir stabiliser ma salle de sport. Au moment où j'ai ouvert le CrossFight avec mes collaborateurs et que je suis resté seul dessus sur l'affaire, parce que c'était très, très difficile, que les autres collaborateurs ont dû abandonner et qu'il y a eu la passion qui m'a fait rester dessus, euh, c'est que je pensais révolutionner les choses. J'avais vécu aux États-Unis et je me disais, je vais ouvrir une salle privée qui sera particulière et où je pourrais entraîner les gens 24 heures sur 24, avec un croisement entre le CrossFit, sport hybride, et le MMA sport hybride. Ça, c'était le thème premier du CrossFit à l'époque. Ensuite, il s'en est suivi des problèmes incroyables sur lesquels, si j'avais anticipé et si j'avais un tuteur qui m'avait donné des conseils pour éviter ces erreurs-là, j'aurais vraiment gagné du temps. Mais sur des détails incroyables. C'est-à-dire que les gens ne savent pas pourquoi on est passé de CrossFight, qui est un très beau nom, à MMA Factory. Le CrossFight, à l'époque, c'était un beau nom. C'était Cross avec Fight, que, comme je vous ai dit, sport hybride. Ensuite, à un moment donné, CrossFit, la société CrossFit nous tombe dessus. Un procès. Une grande maison, une maison d'avocats incroyable, très connue sur la place, sur les Champs-Élysées, nous met en demeure pour qu'on change de nom parce qu'ils disent que CrossFight est très proche de CrossFit. On va batailler en justice pendant longtemps. Et au bout d'un moment, on va gagner parce qu'on avait de l'antériorité à l'INPI sur la déclaration. Sauf que CrossFit ne dit pas son dernier mot. On est approché par Reebok parce qu'on a du succès et que ça se passe bien. Reebok décide de sponsoriser CrossFight. À ce moment, intervient CrossFit qui Qui est dit à sponsorisé Reebok, par Reebok aussi. Ouais. voilà, si vous voulez sponsoriser MMA Factory, mettez-leur la pression qui change leur nom. Et donc, Reebok revient vers moi et me dit, on peut continuer à travailler. Le projet qu'on a vécu avec vous, de faire du MMA Factory, l'une des rares salles au monde à être sponsorisée Reebok, puisqu'il n'y avait que la salle de Conor McGregor à l'époque, SBG, et la salle de EKE de Khabib qui était sponsorisée Reebok. Le CrossFight était la troisième salle sponsorisée Reebok dans le monde, à travers le monde. Et donc, c'est à ce moment-là que on subit cette pression et qu'on cède, parce que CrossFit est le premier partenaire de Reebok. Et Reebok, c'était important pour nous de l'avoir comme partenaire parce que financièrement, c'était compliqué. On avait une salle de sport avec un statut qui était un statut celui des États-Unis et qui était compliqué. Ceux qui accèdent aux formations FMC savent qu'on a trouvé la solution pour trouver un modèle hybride qui permet de souffler un peu mieux avec les charges. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu MMA Factory. On a inventé un nouveau nom, MMA Factory. On l'a travaillé pendant longtemps et voilà comment on est arrivé à ça. Ce sont des soucis qu'on aurait pu éviter avec le temps si on avait compris comment ça fonctionnait une salle de sport, si on avait capté tous les détails du fonctionnement et de comparer le fonctionnement de sport en France et le fonctionnement de sport aux États-Unis, par exemple. Donc, on a pris un modèle qu'on a copié, qu'on a voulu poser à un endroit, mais on ne l'a pas adapté aux caractéristiques du milieu en question. Sur la France, qui est un pays du bénévolat. Il faut comprendre qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les années glorieuses où Les 30 historiquement, glorieuses, eh oui. c'est ça, c'était les premières vacances payées. Donc, l'État offrait des vacances à des personnes d'aller au ski en montagne. Et donc, on a commencé à faire du bénévolat pour faire du bien au moral des Français. Depuis cette période, dans les banlieues, les gars ont pour 50 € une très belle salle de sport climatisée avec du chauffage, hammam et tout. Et quand ils arrivent sur Paris et que tu leur dis l'abonnement au MMA Factory, c'est 700 €,
c'est très, très difficile. On a traversé des choses incroyables pour maintenir la barre. C'était très difficile. Je me retrouvais avec 17 employés et tous les employés étaient payés. Je n'avais rien, pas un copec à la fin du mois. C'était très rude. Ça, ce sont des pièges que j'aimerais éviter à des jeunes entrepreneurs qui veulent ouvrir des salles de sport. C'est la manière de... Voilà. Donc, tout ça, c'est pour ça que je dis c'est plus difficile de gérer une salle de sport, alors que être pédagogue, c'est facile. Moi, je prends mon pied tous les week-ends. Je vous promets, j'ai un ami qui a l'une des meilleures écoles de formation sportive, Challenge Academia, Médéric. Médéric, je vais faire des formations chez lui. Il me dit, Fernand, ça fait... je ne sais pas, 2 ans que tu n'as pas récupéré tes sous, tu n'as pas été payé. J'oublie, je ne suis pas concerné par ça parce que je suis passionné de donner d'échanger avec des personnes et d'apporter ma contribution, le peu de connaissances que j'ai. C'est vraiment c'est un kiff de le faire. Et ensuite, les personnes prennent ces connaissances et en font ce qu'elles veulent. Elles peuvent réussir avec les salles de sport ou pas, mais ça ne m'engage pas. Alors que celui qui ouvre son entreprise est engagé directement et sa vie dépend de ça. Le nombre de personnes qui se séparent en couple parce qu'elles ont démarré un projet, c'est incroyable parce que les projets brisent des couples, parce que les projets tuent des familles, parce que les projets... voilà, c'est très difficile. Les projets envoient des gens à l'hosto parce qu'ils n'ont pas su gérer et anticiper certaines problématiques. Donc, pour moi, la réponse à ta question, c'est plus compliqué pour moi de gérer une salle de sport. Là, je ne vous ai même pas parlé du management, quoi. Enfin, je vous parle du management du personnel. Ça, c'est le plus gros boulot. Je suis... ça, c'est une casquette qu'on ne sait pas. Je suis consultant sur les salles de sport pour des grandes sociétés au Moyen-Orient et en Afrique. Je travaille secrètement, puisqu'on me demande de la confidentialité, sur la construction des projets de type grands projets, de type complexe sportif en mode INSEP, en mode PI, Institute. Ces grands projets, je vais apporter des conseils. Et l'un des conseils que je donne souvent, c'est le management du personnel, le staff qu'on va recruter. Si on me demande de recruter du staff et que je me contente de prendre les meilleurs de chaque pays pour constituer la meilleure équipe qui va aller bosser au PI Institute qui va se faire à Abu Dhabi, c'est une grosse erreur. Parce que la performance a plus besoin d'une synergie. Des personnes, je vais choisir des personnes moyennement compétentes qui s'entendent bien et qui communiquent parfaitement pour les mettre ensemble, un peu comme sur une table de marée, que de choisir des personnes très compétentes mais qui n'ont pas les mêmes visions, les mêmes écoles, des personnes qui vont dire, moi, les étirements, je ne les veux pas dans ma salle. À moi, je suis un pro-étirement. Vous avez un conflit, quelque chose. Et donc, c'est un peu cette synergie, ce management du personnel où on va devoir recruter des personnes qui adhèrent au projet. Comment savoir si elles adhèrent au projet? Comment les recruter pour qu'elles épousent le projet et qu'elles ne veuillent pas faire naître d'autres projets dans le projet? Ça, on vous en parle sur FMC.